Salut Pierre, comment vas-tu? Salut Camille, bah écoute, ça va très bien, merci, je suis très content d'être avec vous, d'être sur ce podcast, c'est très Bah, cool. je suis hyper contente de te recevoir aussi. Donc là, on est chez Sim Drivers à Paris, donc pour poser un peu les bases du sujet. Donc pour ceux qui te connaissent pas, tu es coach, mais surtout tu as été pilote, tu as fait de la monoplace, de la LMP2, et le grand public, il a pu te connaître en étant le coach d'Isaac Adjar, et aussi le pilote instructeur des éditions du GP Explorer 2 et 3. Ça te fait une vie bien remplie tout ça, non? Ouais, effectivement, une vie bien remplie, mais une vie qui est tournée autour de la passion, finalement c'est un peu ça, alors ça fait peut-être un peu bateau de dire ça, mais c'est vrai que ça m'a toujours drivé, j'ai la chance de vivre de ce que j'aime et de faire beaucoup de choses incroyables que m'ont donné ce milieu et cette passion, donc c'est bien rempli, mais on va pas se plaindre parce que voilà, c'est juste super excitant de vivre ça. Ah bah, de vivre de sa passion, c'est incroyable. Et bah, justement, j'aimerais bien déjà qu'on parle de la partie un peu pilote. Donc toi, tu as commencé par le karting. Comment ça t'est venu, ça? Eh ben écoute, le karting, effectivement, c'était un peu un rêve quand j'étais gamin. Alors c'était même pas un rêve, c'était pour moi quelque chose qui était inaccessible. On va dire que la famille était pas du tout dans le sport automobile, même si c'est un peu classique, mais mon grand-père était toujours passionné par la course. C'est eux qui m'ont transmis ça, tu vois. C'est eux qui m'ont montré les courses, qui m'ont emmené sur des courses, les 24 heures du Mans. Après mon père, on est allé à Manicourt sur les Grands Prix de F1 en 2004, 2005. Et puis voilà, j'avais attrapé le virus un peu avant, mais c'est comme ça que c'est venu. Mais si tu veux, à cette époque-là, c'était déjà un peu tard, si tu veux, par rapport aux carrières de pilote classique. J'avais 11-12 ans, mais je voyais ça comme un rêve et quelque chose de complètement inaccessible. Et donc, quand j'ai compris, après que, bah, en plus à l'époque, il n'y avait pas évidemment les réseaux sociaux, il n'y avait pas tout ça, donc c'était l'information, je la recevais par l'auto-hebdo tous les mercredis ou par les Grands Prix de F1. Donc, c'était pas évident de faire le lien avec le fait que je pouvais y arriver, pouvais le faire. Donc, quand j'étais gamin, je rêvais d'être pilote de F1, mais pour moi, c'était juste inaccessible. Et dès ses débuts, justement, tu as dû un peu être confronté aux difficultés à trouver des budgets pour pouvoir rouler. Bah ouais, c'est toujours la problématique de ce sport, et c'est d'ailleurs une problématique sur laquelle je travaille beaucoup en ce moment, c'est de pouvoir rendre le sport auto beaucoup plus accessible et de faire en sorte que ce sport s'ouvre plus. Mais effectivement, les problématiques de budget, c'est le problème numéro un que rencontrent toutes les personnes qui veulent se lancer dans ce milieu-là. Et d'autant plus quand tu connais pas, quand tu n'as aucune connexion, plus le problème de budget, bah tout de suite ça te paraît insurmontable et tu te dis que tu vas jamais y arriver. Donc effectivement, ça a été le problème numéro un. D'en parler à mes parents, ça a été compliqué aussi au début. J'étais un peu réservé, introverti quand j'étais plus petit. Et donc j'avais un peu du mal à, si tu veux, le verbaliser et dire à mes parents c'est ce sport-là que je veux faire. Et réussir à les convaincre après, par tous les problèmes qu'on vient de dire avec le budget, etc. Ça a été effectivement un challenge. T'avais quel âge, justement, quand tu as été confronté à avoir les budgets énormes que demandait ce sport? Bah écoute, assez tôt finalement, donc bon, après avoir finalement touché du doigt avec, du coup, en tant que spectateur, ce sport, évidemment, je me suis dit, allez, je vais essayer d'en faire, mais du coup, au début, ça a été avec du sim racing, justement. J'ai commencé à acheter un petit volant connecté sur ma PlayStation, à jouer à F1 2010, et puis ça a commencé comme ça, finalement. C'est comme ça que j'ai touché du doigt ce sport, mais déjà, même du matériel, c'est pas donné non plus. Donc bon, c'était les cadeaux de Noël, les machins, ça a un peu aidé. Mais après, pour faire du kart, j'ai commencé avec plutôt de la location, donc carte de loc qui reste un peu plus accessible, même si c'est déjà des budgets quand on commence à rouler régulièrement, faire des courses. Et puis après, bah, voilà, c'est à peu près vers mes allez, 13-14 ans, je pense, où j'ai commencé vraiment à me dire, allez, je vais en parler aux parents, j'aimerais bien qu'on achète un châssis, un moteur de kart. Et puis, bah, voilà, on a toqué aux portes à droite à gauche des contacts autour de nous, des chefs d'entreprise, des gens qui pouvaient nous filer un coup de main. Au début, évidemment, c'est vraiment du sponsoring, c'est du don, quoi. C'est des gens qui nous ont aidés. Je me souviens, j'étais tout content au début, bah voilà, de trouver 200, 300, 500 euros. Et puis au fur et à mesure, j'ai réussi à trouver 4-5 000 euros. Mes parents m'ont aidé un petit peu, ça m'a permis d'acheter le kart, d'acheter une remorque aussi, parce que du coup, on faisait ça par nos propres moyens. Et puis on s'est lancé sur les circuits avec mon père. Et je crois que ma première course, je devais avoir 13 ans ou 14 ans, première course en compétition en Normandie, dans la Ligue de Normandie.
Et ça reste des super souvenirs parce que voilà, c'est la compétition vraiment à l'état pur. Tous les pilotes en parlent, tu vois. Après, il y a tellement dans ta carrière, tellement d'éléments extérieurs qui arrivent que tu as malheureusement un peu plus du mal à profiter de l'instant du présent, tu vois. Alors que le kart, même s'il y avait déjà de la pression, parce que j'avais envie de bien faire et j'avais envie d'apprendre et de gagner, mais quand j'y repense, c'est vrai que c'était une époque incroyable. Ouais. Ah, tu m'étonnes. Après, même, mine de rien, le fait de devoir, à cet âge-là, déjà se rendre compte les difficultés pour trouver du budget, etc., ça forme vite à la vie, à la Ouais, vraie vie. Et de fait de se battre pour ses rêves et tout, c'est... exactement. Bah ouais, écoute, non, c'est vrai que ça te met la réalité en face, ça te fait grandir un peu plus vite. Mais c'est une école incroyable. Enfin, tu vois, je remercie vraiment cette passion tous les jours parce que c'est ce qui me permet dans ma vie de tous les jours de me donner à fond, de pas compter mes heures, de bosser et puis de derrière, tu vois, pouvoir justement avoir des résultats comme ça. Donc c'est vrai que c'est dur, ça a toujours été dur, mais ça en vaut la chandelle. Et tu dis dans une interview que tu trouves que le karting est la plus belle catégorie du sport auto. Tu en refais là de temps en temps du karting? Trop peu, malheureusement. J'aimerais bien en faire beaucoup plus, mais voilà, le temps me manque aujourd'hui. Que ce soit dans la vie perso ou dans la vie pro, il y a beaucoup de choses qui se sont passées là ces derniers mois, donc un peu moins de temps pour la partie, on va dire, kiff ou loisir sur le kart, mais j'ai hâte d'en refaire et j'espère retourner très vite à faire un peu de roulage en kart. Ouais. Pourquoi est-ce que tu la trouves particulièrement intéressante? Tu- C'est la discipline du karting. Ah, le karting, vraiment intéressant. Écoute, c'est parce que, encore une fois, si tu veux, alors bon, ça a un peu changé aujourd'hui, mais à l'époque, on pouvait courir de manière assez simple, avec peu de moyens. Et donc, voilà, il y a pas tous les subterfuges. Tu es presque concentré que sur ton pilotage. Tu es un peu moins concentré sur les aléas qui peuvent se produire, les accrochages, la casse. Bon, évidemment, la casse, c'est jamais cool, même en kart, mais les budgets sont moins importants, évidemment, qu'en monoplace ou en GT ou en proto. Donc ouais, et puis les batailles en piste sont pareilles, si tu veux, c'est très, bah voilà, c'est très, très dur bien Intense. sûr, très intense, mais c'est très, très beau et tu peux te battre de manière, tu vois, à armes égales ou en tout cas du corps à corps brut, quoi. Et c'est ça qui est cool que tu peux un peu moins faire en monoplace ou après dans d'autres catégories. Donc ouais, et puis même le pilotage en tant que tel, alors c'est un autre pilotage que la voiture, mais c'est un pilotage qui est très cool où il faut réussir à voilà, placer le kart, reprendre les gastos, enfin voilà, c'est des choses quand j'y repense qui me font très plaisir et j'aimerais vraiment bien ouais, en refaire un peu. Ouais. Pour se former, c'est vraiment les bons souvenirs, la catégorie idéale en soi. C'est bien pour ça que tout le monde commence par le Bah karting. exactement, c'est ça, c'est plus accessible, même si je disais les budgets ça a augmenté énormément. Et je trouve ça dommage parce qu'il faut que ça reste une catégorie d'accession où tout le monde, entre guillemets, puisse se lancer en carte. Il faut faire attention, voilà, mais c'est comme tout, les budgets de partout augmentent, c'est un peu dommage. Mais voilà, c'est vraiment un sujet sur lequel je travaille et que j'ai envie dans le futur de pouvoir adresser. Et bon, on en parlera peut-être un peu après, mais c'est vraiment l'objet de Trax et de l'entreprise que je développe aujourd'hui. Mais justement, toi, t'avais pas fait un petit prêt étudiant pour essayer de financer un peu tes saisons? T'es bien informé, ouais, effectivement. J'étais effectivement, alors faut peut-être pas que le banquier il écoute Il y a ça. prescription, il y a prescription. Voilà, c'était il y a quelques années. Mais ouais, j'avais fait un prêt étudiant pour m'aider un peu si, tu vois, en cas de besoin, en cas de coup dur sur les courses ou si j'arrivais pas à trouver tous mes sponsors. Donc effectivement, ça coïncidait à peu près avec le début de mes activités, enfin de ma carrière en monoplace. Donc bon, je pouvais pas tout financer avec mon prêt étudiant bien sûr, mais ça m'a aidé un peu, tu vois, sur certains moments, de la casse, des déplacements, des trucs imprévus, des entraînements supplémentaires. C'est ça qui est dur, tu vois, c'est que chaque fois qu'il se passe des choses nouvelles, bah, tu dois toujours sortir un nouveau billet. Et donc, effectivement, le prêt étudiant, ça m'a un peu aidé dans Un certaines petit coup de situations. pouce. Ouais. Ouais. Mais en soi, je vais faire le tremplin maintenant, mais tu penses qu'il existe encore finalement des solutions pour aider des jeunes pilotes qui sont pas issus de familles de millionnaires, quoi, à trouver une place dans ce milieu? Ouais, alors effectivement, je trouve que il existe encore des moyens de se lancer. Et moi, c'est aussi grâce à ça que j'ai pu me lancer, tu vois, de faire la passerelle entre le karting et la monoplace. C'est les compétitions qu'on appelle des volants.
Donc les volants, en fait, c'est pas des courses en tant que telles, c'est plus des affrontements un peu au chrono entre les pilotes. Tu as en général entre 20 et 30 pilotes qui sont sélectionnés et qui vont, par des systèmes de poules, puis après de demi-finale, finale, etc., s'affronter au chrono. Et évidemment, celui qui a fait la meilleure performance à la fin remporte une bourse qui lui permet de passer en monoplace en général, parce que c'est souvent réservé pour les jeunes pilotes, mais tu as aussi des volants qui sont faits pour les gentleman drivers. Mais sur les jeunes pilotes, ça permet souvent d'aller en F4. Et donc voilà, donc aujourd'hui, à l'époque, dans les années 80, 70, t'en avais énormément, t'avais toutes les marques, tu vois, les cigarettiers, volant Winfield, volant machin, t'avais le volant Elf, etc. Alors c'est en train d'être relancé justement. Tu as des écoles de pilotage en monoplace qui le font, donc Winfield l'a fait, du coup c'est d'ailleurs comme ça que j'ai pu rencontrer Isaac. Après voilà, il y a Feed Racing qui est une autre école de pilotage, tu as aussi du Sim Racing qui le font, voilà le volant Elf là, qui a été relancé, donc ouais, ça revient et je trouve que ça devrait être vraiment poussé encore plus et du coup je félicite vraiment toutes ces initiatives parce que c'est vraiment génial, mais faut que ça continue, il faut que ce soit pérenne dans le temps et il faut on sorte de plus en plus de pilotes. Ce qui est génial dans notre époque, c'est que le sport automobile est vraiment à la mode, ce qui n'était pas toujours le cas il y a quelques années, mais depuis 4-5 ans avec tout ce qui se passe, la F1, Netflix, le GP Explorer, on a une vraie trend qui est ultra positive sur notre sport, ce qui est génial. Et donc, il faut qu'on aide des pilotes à se lancer, il faut qu'on aiguille des gens et il faut que notre milieu s'ouvre. Et c'est vraiment un de mes objectifs aussi, d'un point de vue pro et perso, de pouvoir faire ça. Parce que toi, en fait, tu avais participé au volant assez haut. Et tu trouves vraiment que ces volants, est-ce qu'à la fin, quand tu gagnes, tu as vraiment la place, le volant, etc. Ou non, c'est juste une bourse, une aide, et que toi, tu es quand même obligé d'aller chercher derrière ton propre budget quand même pour épauler, ou c'est vraiment offert? C'est une bonne question. Alors, ça dépend évidemment des volants. La plupart, non, ils t'offrent complètement un volant à 100%. Donc, c'est-à-dire que tu arrives et puis tu t'engages avec une écurie ou avec une structure pour Et la tu saison n'amènes à aucun venir. budget. Normalement, dans l'idée, non. Alors, tu as certains volants où il faut quand même rajouter un petit peu au bout. Ça peut arriver, ça dépend un peu du format du volant. Mais je trouve que c'est pas plus mal parfois quand tu as besoin aussi de trouver des sponsors parce que finalement un volant va t'accompagner sur une saison derrière, mais il faut envisager la suite. Et donc il ne faut pas se reposer à 100% là-dessus, il faut déjà faire l'exercice d'aller chercher les budgets à côté. Et donc je trouve que c'est bien aussi de se dire ok j'ai allez, peut-être une majorité du budget, tu vois 70-75%, mais les 20-25% il faut que j'aille les chercher, il faut que je fasse déjà cette démarche d'aller les chercher. Et de toute façon, ces démarches-là m'aideront pour la suite de ma carrière parce que à un moment ou un autre, il faudra trouver des budgets, quoi. Mais globalement, pour toi, c'est la meilleure solution qui existe maintenant pour permettre à des jeunes pilotes talentueux quoi, de pouvoir se trouver une place. Écoute, ouais, aujourd'hui, je trouve que c'est le meilleur moyen de le faire. Ces détections, ces volants sont vraiment intéressants. Après, les autres, si tu veux, moyens vraiment d'accéder au niveau et de faire carrière, c'est plus après les académies ou les filières de constructeurs. Le problème de ça, c'est que pour se faire repérer, il faut déjà être dans le milieu, il faut déjà faire de la course, il faut déjà performer. Donc pour ça, tu as déjà eu besoin de dépenser de l'argent et de dépenser de l'argent pour t'entraîner beaucoup, faire des compétitions de haut niveau. Et c'est là où c'est compliqué. Et donc un volant, tu peux presque partir de zéro, notamment pour les volants qui sont faits à partir du sim racing. Donc je trouve en ça que c'est super intéressant. Les volants sont mieux en soi que les académies. Les académies, est-ce que ça enfermerait peut-être pas un petit peu aussi les pilotes dans une seule marque? Bah, en fait, je trouve que c'est deux choses qui sont complémentaires, si tu veux. C'est qu'un volant, ça va venir assez tôt dans une carrière, alors ou pas d'ailleurs, hein, ça peut être aussi plus tard, mais une académie, pour le coup, tu es déjà bien installé. Donc effectivement, ça t'enferme dans un constructeur, mais c'est la voie royale. Une académie, par exemple, moi, de mon point de vue, enfin personnellement, c'était mon objectif. J'ai malheureusement pas pu y arriver, mais je voulais avoir un contrat dans une filière parce que c'est une de tes seules chances de pouvoir monter les échelons, notamment quand tu n'as pas des sponsors ou des budgets perso à mettre énormes dedans. En monoplace notamment, on sait, enfin, j'ai fait un calcul, si tu veux, j'ai une petite base de données où je suis tous les pilotes qui sont arrivés en F1 depuis 15 ans et je regarde toutes les catégories par lesquelles ils sont passés chaque année.
Et j'ai des budgets moyens par catégorie en fonction des années, etc. Et j'ai fait la moyenne de tous ces pilotes qui sont arrivés en F1. Et aujourd'hui, il faut entre 6 et 8 millions d'euros d'envisager pour arriver en F1. Et là, alors l'exercice en plus que j'ai fait, il date un peu, il date d'il y a au moins un an. Je pense que si je le mets à jour aujourd'hui, tu peux rajouter 500 ou 1 million sur ce budget global, tu vois. Et c'est malheureux parce que ça ne devrait pas reposer entièrement là-dessus, mais tu vois, tu as beaucoup de pilotes dont le chemin s'est arrêté parce qu'ils n'avaient pas d'académie ou ils n'avaient pas de sponsor à ce niveau-là pour grimper les échelons. Et bon, après, c'est comme ça aussi, tu vois, il n'y a que 20, ouais, j'allais dire 20 places, maintenant il y a 22 places en F1. C'est un sport qui est extrêmement élitiste et c'est normal que ça reste élitiste, mais il faut faire attention que ça ne se base pas en partie sur le budget et que le budget ne prenne pas la place du talent. Et c'est un peu moins le cas ces derniers temps parce que justement les académies aussi font un gros boulot. Ça a été le cas, je trouve, il y a encore quelques années où il y avait trop de pilotes payants. C'est moins le cas, ce qui est bien. Mais voilà, il faut continuer à mettre en avant le talent au-delà de l'aspect budget. Et donc le volant le permet et les académies aussi, bien sûr, le permettent, quoi. Et globalement, à part la Formule 1, est-ce qu'un pilote peut gagner sa vie ou globalement, il paye pour piloter, quoi? Alors, c'est vrai que c'est très compliqué d'être pilote pro et d'en vivre, mais aujourd'hui, et comme on le disait, le sport automobile est dans une très bonne dynamique et il y a beaucoup de super catégories aujourd'hui qui permettent ça, notamment l'endurance avec le championnat du monde d'endurance, même le championnat d'Europe avec le LMS. C'est des catégories où il y a beaucoup de constructeurs maintenant, avec notamment l'hypercar qui est génial. Enfin, bravo à l'ACO d'avoir fait ça parce que ça a redynamisé complètement le championnat et cette discipline. Et moi, je suis un gros fan d'endurance aussi. Et donc, je suis trop content de voir autant de marques se battre pour la victoire. Tu as aussi la Formule I, bien sûr, qui fonctionne aussi bien, où il y a pas mal de constructeurs. Et puis après, le GT, pareil, le GT tourne bien. Il y a beaucoup de programmes avec des pilotes usines. Donc non, honnêtement, je crois que voilà, on est dans une période où devenir pilote professionnel est possible. On est en mesure de trouver des solutions, mais il y a encore, je trouve, du boulot à faire sur la base, sur la racine, pour ramener encore plus de gens, encore plus de licenciés, et faire en sorte que les gens réussissent à avoir une carrière dans le sport auto, que ce soit en payant son baquet, en ne le payant pas ou en étant payé. Mais voilà, il faut qu'on aide à encore ramener le plus de monde vers cette passion, vers ce sport qui est incroyable. Ça évolue dans le bon sens, mais il reste du travail, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça. La dynamique est bonne, mais voilà, faut qu'on y bosse. Mais il y a des super choses en tout cas. Mais pourquoi toi, t'as voulu aller faire de la monoplace? J'ai l'impression qu'à chaque fois que je parle avec un pilote, il va vers la monoplace. L'endurance ou le rallye, ça t'intéressait pas trop à cette époque? Alors non, à l'époque, effectivement, j'étais 100% tourné vers la monoplace et la F1. Si tu veux, quand je m'endormais le soir, je rêvais de voir mon nom, tu sais, sur les petits panneaux que tu as au-dessus des stands, avec une écurie à côté, tu vois. C'était vraiment, je m'endormais vraiment en pensant à ça. Et, euh, et non, j'avais que ça en tête, parce que, évidemment, la F1, c'est quand même malgré tout ce qui nous fait rêver. Mais tu vois, peut-être à l'époque, justement, c'est ça qui manquait un peu aussi, c'est que j'avais beaucoup moins de visibilité sur le reste du sport auto. Et j'étais peut-être trop concentré sur la F1 et peut-être que j'aurais peut-être gagné à me réorienter peut-être un peu plus tôt. Alors oui et non, parce qu'au final quand j'y repense, la monoplace c'est vraiment le meilleur moyen de se former au pilotage. Et quand tu arrives à être rapide en monoplace, tu sais que tu pourras être rapide dans à peu près n'importe quelle voiture. Donc c'était mon but aussi de me dire, allez, ça va être dur, la F1 c'est presque impossible parce que voilà, je suis arrivé tard dans le milieu, j'avais pas spécialement de gros sponsors, mais je voulais quand même me former, apprendre sur une monoplace. Et au final, je suis content parce que voilà, tu vois, les années de F4 ou l'année de F3 que j'ai fait, j'ai appris énormément et c'était des super années. Et ça m'aide toujours aujourd'hui quand je pilote une voiture, je réutilise toujours la technique de freinage, tu vois, mais enfin, euh, c'est resté, ça m'a beaucoup aidé en GT, en proto, donc non, pas de regret. Mais la monoplace, c'est dur, mais voilà, l'endurance m'attire aussi beaucoup quand même, malgré tout, quoi. Là, par exemple, si t'avais le choix, tu retournerais en monoplace, tu dis ah l'endurance ou le rallye, mais c'est Ouais, différent, alors hein. c'est vrai que le rallye, tu vois, j'étais à deux doigts de me lancer dans une saison en 2023 ou 2024 avec une Alpine, parce que la voiture est super, super performante en rallye. Mais c'est vrai que c'est tellement différent et je pense que de passer du circuit au rallye, c'est un exercice très dur.
Et pour le coup, ceux qui viennent du rallye et qui font du circuit s'adaptent plus facilement. Tout ça pour dire que le rallye, c'est vraiment une discipline extrêmement technique, et chapeau à tous les pilotes de rallye parce que c'est presque un sport différent ce qu'ils font. C'est incroyable, la notion de danger, de prise de risque est pas du tout la même. Mais c'est vrai que ça me tenterait et j'espère un jour pouvoir faire un rallye. J'ai fait une ouverture de rallye sur une A110, le rallye de Dieppe, c'était un très bon souvenir, c'était très cool. Mais c'est pas la compétition à l'état pur, donc non, j'aimerais beaucoup. Et avec le recul, pour répondre à ta question, je sais pas si je changerais beaucoup, parce qu'encore une fois, la monoplace, comme on disait, c'est vraiment intéressant. Mais mon objectif perso reste quand même de faire Le Mans, et j'espère pouvoir le faire dans les prochaines années. En hypercar ou en GT? Peu importe, j'ai envie de te dire, je serais tellement Juste le content, faire. voilà, évidemment, si c'est en hypercar, je serais tellement heureux, mais déjà sur une GT, ce serait un aboutissement énorme du point de vue professionnel, et en tout cas du point de vue pilote. C'est une course que je pense que j'ai fait pratiquement toutes les éditions sur place, dans plein de rôles différents d'ailleurs. J'ai commencé du coup en tant que spectateur avec mes parents, j'étais petit, et puis après j'ai même fait, tu sais, les navettes pour emmener les invités autour du circuit. À l'époque, quand j'étais en F4, ça me permettait d'avoir des entrées sur le circuit, de pouvoir y rester la nuit et tout. Et puis après, plein d'autres activités, mais j'ai pas encore fait l'activité de pilote. Alors si, j'étais pilote de réserve en 2021, quand C'est même, avec, déjà voilà, bien. c'était très bien. Du coup, j'ai pu participer à la journée test en LMP2. C'était voilà, beaucoup d'émotions quand je suis sorti des stands au volant d'une P2. Rien que voilà, repenser, c'est incroyable. Mais la case pilote au départ, ou en tout cas pilote titulaire, pas encore faite. Et j'espère que ça sera bientôt. T'as encore le temps d'essayer de trouver des Ouais, solutions, mais mais attends, le temps passe hein, quand même, oui. 34 ans, tu vois, ça commence à... Non, mais ça va en vrai. Le Mans, c'est ça qui est bien aussi, c'est que bon, l'âge est moins une question évidemment que la monoplace. Euh, mais j'espère quand même le faire avec encore un bon coup de volant, et que je serai pas trop... Oui. voilà, tu vois, se faire ça à 70 ans, ce sera pas pareil, quoi. Et justement, pour revenir sur le rallye dont tu parlais juste avant, est-ce que avec les compétences de pilote de circuit que tu as là, tu Mhm. serais capable de faire un rallye? Je serais capable de faire un rallye, mais je pense que je serais pas capable de le faire bien et de le faire vite. Enfin, en tout cas, de manière performante, parce que voilà, je pense que il y a énormément de choses à apprendre sur le pilotage déjà. Bon, ça, je pense que tu peux t'y adapter avec un peu d'entraînement. Mais après, tout ce qui va concerner la prise de notes, la relation avec ton copilote, la notion du danger, comme on disait, tout ça, c'est des choses qui sont super différentes. Et je pense que ça te prend un peu de temps pour être perfo, pour être rapide. Et ça te demande un petit exercice de débrancher le cerveau aussi à des moments, je pense, que tu fais un peu moins en circuit. Et ouais, j'adorerais, mais je pense que je serais vraiment pas très perfo au début. J'aurais besoin de quelques rallyes avant d'y arriver. Et justement, tu parles de débrancher le cerveau. Bah, toi, du coup, dans ton parcours, tu as fait de la monoplace, tu as fait de la F4 et tu as fait aussi le passage à la F3. Est-ce que, tu sais, quand tu dois faire le passage avec des voitures qui sont quand même de plus en plus puissantes, il y a quand même ce côté de il faut débrancher le cerveau à un moment donné de plus en plus? Ouais, alors, bon, débrancher le cerveau, je mets un peu de nuance là-dessus, parce que quand je dis ça, il faut pas croire que c'est, tu vois, tu deviens une tête brûlée et tu t'oublies tout le reste, et tu prends des risques insensés. Non, même en rallye, enfin, il y a toujours une notion quand même derrière de risque et de contrôle, évidemment. Mais tu vois, c'est ça. Pour cette notion effectivement de débrancher le cerveau, c'est plus du style, effectivement, quand tu montes de catégorie, tes voitures sont de plus en plus puissantes. Bon, la puissance en soi, c'est pas toujours ce qui est le plus compliqué à prendre en compte, mais plus l'aéro. Ça, c'est d'un point de vue justement compréhension du cerveau et réflexe du cerveau, c'est là où il y a un exercice à faire, parce que euh, plus tu vas passer vite finalement dans un virage avec une voiture qui a de l'aéro, plus la voiture va tenir. Et ce qui n'est pas le cas quand tu n'as pas d'aéro, évidemment, tu vois. Quand tu reposes surtout sur le grip mécanique, donc sur les pneus, il y a un moment où que tu passes à 180 ou à 150, bah à 180 la voiture va peut-être décrocher dans un virage, et à 150 la voiture va tenir, ce qui est logique. Ton pneu, il a une capacité d'adhérence qui se fait dépasser un moment avec la vitesse, avec les contraintes. Et l'aéro, c'est l'inverse. Justement, quand tu vas passer à 180, ta voiture sera plus stable potentiellement qu'à 150. Et ça, le cerveau, au début, il a du mal à le comprendre. Donc, il faut vraiment un peu oublier toutes les notions que tu as. Et c'est un peu dans ce sens-là, tu vois, où tu dois débrancher le cerveau. Mais en parlant de la LMP2, c'est typiquement, j'ai ce souvenir à Signes, en fait, parce quand tu fais
la course de LMS, tu prends la ligne droite du Mistral à pleine balle, en fait, tu n'as pas de chicane dedans. Donc tu arrives à peu près à 340 dans le virage de Signes. Pour ceux qui connaissent, hein, c'est cette grande courbe à droite qui, dans pas mal de catégories, passe à fond. Là, en LMP2, en mode qualif, pneu neuf, l'essence au plus bas, ça peut se faire aussi, avec voilà, un braquage au bon moment. Mais tu vois, que tu passes à 340, la voiture va tenir, mais si tu passes à 300, la voiture peut décrocher. Parce que justement, la charge aéro sera beaucoup plus faible, et donc la voiture est moins tenue. Donc c'est un peu perturbant, tu vois, de te dire il faut rester à fond et la voiture C'est va important tenir. de le savoir, du moins. Ouais, c'est ça. Il faut le savoir, il faut voir pas mal de caméras embarquées avant des autres de l'équipe ou des saisons passées pour le croire ou voir des datas. Et après, bah, voilà, tu y vas et puis tu te dis, allez, ça passe. Et puis je fais confiance à la voiture et à mon coup de volant, mais ouais, c'est un peu perturbant. Mais par contre, la sensation au volant est juste folle, quoi. C'est complètement dingue. Ton cerveau, il est perdu les premiers tours, mais après, tu sais, comme tout, le cerveau et le corps humain est bien fait, tu t'y habitues et puis après, c'est plus un problème. Qu'est-ce qui pour toi a été le plus difficile à apprendre dans le pilotage? Euh, c'est une bonne question aussi. Je pense que ce qui a été le plus difficile, c'est justement. euh, alors, moi, bon, on en parlera peut-être un peu après, mais j'ai une formation d'ingénieur et j'ai toujours eu un peu tu vois, ce formatage voilà, de la science, du truc, c'est comme ça et pas autrement. Et donc, la technique de pilotage, j'ai réussi à l'apprendre de manière assez fluide, entre guillemets, tu vois. J'ai évidemment été coaché, j'ai beaucoup de pilotes, instructeurs qui m'ont aidé, qui m'ont formé. Mais si tu veux, ça, j'avais une bonne capacité à, quand on me disait un truc, d'essayer de le faire assez vite. Par contre, là où j'ai dû travailler, et ça, ça a été un travail assez long, mais c'est une notion du pilotage qui est extrêmement importante, c'est justement cette notion de lâcher prise et de se reposer sur la partie sensation. Et le pilotage, c'est souvent un savant équilibre ou un savant mélange entre ta technique et ton feeling, ton ressenti, ton lâcher prise à des moments. Et cette partie-là, elle est essentielle sur le pilotage, notamment bah voilà, quand tu dois faire des actions comme on vient de le dire avec le LMP2, quand tu dois faire un tour qualif où tu dois te mettre comme ça et où bah, parfois tu oublies un peu ta technique et tu te bases vraiment que sur ton ressenti. Et au début de mon pilotage, c'était un peu ça où j'avais besoin de le travailler, tu vois. Et ça a mis un peu de temps, justement parce que j'ai cet esprit un peu cartésien, un peu c'est comme ça, machin. Et donc, voilà, j'ai dû un peu travailler mentalement, si tu veux, faire beaucoup de visualisation, beaucoup justement, de me mettre dans des situations comme ça où je devais un peu débrancher la technique du cerveau et me reposer plus sur la partie feeling, la partie sensation et la partie lâcher prise, on se laisse un peu guider. Et c'est d'ailleurs comme ça que tu arrives vraiment à faire des tours de qualif de malade. En général, c'est quand tu as un peu cette sensation d'être, tu vois, un peu plus trop dans la voiture, entre guillemets. Tu sais, il y a plein de pilotes qui en ont déjà parlé. Et le plus connu, bien sûr, c'était Senna quand il a fait sa pole à Monaco. Je crois que c'était 88, si je dis, ou 89, je sais plus, désolé On gardera. ouais, désolé, j'ai un petit trou de mémoire là-dessus, mais il en parlait, alors sans arriver à son niveau, parce qu'évidemment, on peut pas se comparer à la légende, mais euh, il l'explique très bien, et en fait, c'est ce moment un peu hors du temps où tu as justement toute cette partie de déconnexion et de tour qui se fait naturellement, et c'est un feeling incroyable, et c'est comme ça que tu es ultra perfo et que tu fais des tours incroyables. Est-ce que c'est cette difficulté-là aussi, enfin, est-ce que tu as une difficulté qui ressort régulièrement dans les élèves que tu coaches? Quelque chose qui à chaque fois ressort un peu ou pas forcément? Hmm, C'est assez variable. Alors en plus, bon, c'est vrai que moi j'ai eu des élèves très différents entre le GP Explorer et des profils comme Isaac. Mais non, écoute, ce qui ressort souvent, non, bon, l'aspect primordial quand même du coaching, c'est la confiance, si tu veux, que tu dois instaurer avec ton pilote. Parce que tu as besoin en fait que ce que tu vas lui dire, lui ne réfléchisse même pas pour l'appliquer, si tu veux. Il faut que ce soit complètement vrai dans son esprit et qu'il le fasse sans se poser aucune question sur ce que tu vas lui dire. Donc, dans le challenge, c'est surtout ça, c'est cette relation que tu vas créer avec ton élève, avec le pilote avec qui tu vas travailler. Mais après, dans les éléments techniques qui ressortent, non, c'est assez variable. Évidemment, la classique du pilotage, c'est le freinage, c'est le truc numéro un. La technique de frein, faut l'acquérir avant de pouvoir aller vite.
Si tu l'as pas, tu peux pas faire grand-chose. Donc on se concentre beaucoup évidemment là-dessus, mais ça c'est assez classique. Non, et puis après, voilà, chaque pilote évidemment est différent. La confiance, c'est quand même important envers son coach, mais évidemment envers soi-même avec la voiture. Donc ça, c'est un vrai travail, et ça rejoint un peu ce que je disais avant, mais ce côté mental, pour moi, c'est 90% de la performance, quoi. Et presque un coach de pilotage, ça doit être aussi et avant tout un coach mental. Ah, ça m'étonne pas. Mais justement, on va revenir sur tout ça un tout petit peu après, parce que c'est vraiment hyper intéressant. Et j'aimerais juste que tu reviennes sur une anecdote que tu as eue quand tu pilotais. Donc en fait, c'est qu'à un moment donné, tu perds un championnat lors de la dernière course, et après, tu vas gagner un championnat lors de la dernière course, justement. Est-ce que tu peux un peu raconter cette anecdote? Ouais, c'est vrai que ma carrière, en tout cas sur les moments clés comme ça s'est fait souvent dans les derniers moments et les derniers tours. Même si j'aurais bien aimé être champion avant ou que ça se termine avant, mais effectivement, le premier moment dont tu parlais, c'est de la F4 en 2011, donc c'était ma deuxième saison, je me battais pour le titre, la saison avait très bien commencé, j'avais gagné, j'avais fait pas mal, enfin pratiquement toutes les premières pôles des deux trois premiers meetings, notamment je me souviens de la pôle de Spa où à Spa j'étais vraiment en parfaite confiance dans la voiture, je crois que je fais la pole avec 8 dixièmes d'avance, un truc comme ça, enfin c'était Incroyable. un peu irréel, c'était génial. Et au fur et à mesure de la saison, bah, malheureusement, et c'était un peu ma première fois, si tu veux, où j'étais en tête d'un championnat, où j'étais dans cette position de leader, ou en tout cas de pouvoir m'imposer à gagner un titre. Et j'ai pas su le gérer comme il fallait, tu vois, j'ai voilà, un peu de doute qui s'installe dans la saison. Et c'est très dur d'ailleurs hein, de pouvoir mener un championnat et de convertir et de gagner ce championnat, c'est d'aller au bout. Voilà, Avec la pression que ça engendre. bah c'est ça, voilà, tu as des doutes, tu te poses des questions, tu as de la pression évidemment. Bah voilà, la course c'est fait aussi, il y a plein d'aléas, que ce soit technique, que ce soit des accrochages, que ce soit quoi que ce soit. Donc il m'est arrivé beaucoup de choses sur la deuxième partie de saison, j'ai perdu beaucoup de points. Et donc bah, il m'est arrivé qu'à la dernière course, ça s'est joué à 3 fois rien. Il fallait que je sois, que je finisse. Alors attends, je sais plus comment ça se tournait, mais en gros, ouais, il fallait. Alors d'ailleurs, bah, je me battais avec notamment Pierre Gasly Mm. à l'époque en 2011. Et il fallait absolument que je termine la course et que lui ne fasse pas mieux. Enfin, il fallait absolument que lui gagne la course si moi j'abandonnais. Et bon, bah, je me fais accrocher dans la course. Et lui réussit à gagner la course dans les derniers tours en plus. Parce que C'est moi, horrible parce qu'en plus, c'est pas forcément ta faute en plus. bah ouais, c'est ça en fait. Il fallait juste que je marque des points et je crois que j'étais dans le top 5 ou top 6. Donc j'étais bien. Et puis voilà, je me fais accrocher. Donc je me mets sur le bord de la piste, je vois la course se passer. Pierre était en deuxième position. Et donc là, je rentre au stand et je me dis, bon, bah c'est bon, il finit deuxième, la course est terminée. Moi, je garde ma troisième place au championnat. Et bah, il s'avère que dans les tout derniers virages, il réussit à gagner la course. Et du coup, bah, voilà, moi, j'en étais pas conscient avant qu'on me le dise dans le paddock. Et là, ouais, le coup a été très dur, le coup sur la tête a été très dur. Donc, ouais, ça c'est. Voilà, mais bon, ça m'a effectivement coûté parce que ça m'a coûté la place de troisième du championnat qui donnait, je pense, d'autres opportunités derrière. Mais voilà, ça m'a aussi fait grandir. J'essaie de garder le positif dans ces Il faut, situations. avec des si, Bah, c'est ça, tu voilà, ça sert à refais rien de tout. refaire le monde et tout. Mais en tout cas, voilà, ça a été très dur sur le coup. J'ai mis beaucoup de temps à m'en remettre, surtout que c'était la fin de saison. Donc après, tu as l'hiver qui arrive. Il faut repartir dans toutes les démarches de sponsors et tout. Et les hivers en sport auto, et ça, tous les pilotes qui nous écoutent le savent, c'est toujours très compliqué parce que déjà, de une, tu roules pas. Et de deux, bah, en général, il faut aller soit chercher des baquets. Mais bon, à la limite, ça, c'est pas trop le souci. Mais c'est surtout aller chercher des sponsors et des budgets. Et ça, c'est jamais très marrant. Donc voilà, l'hiver a été dur. Mais ça m'a permis de aussi voilà, m'endurcir, tu vois, grandir aussi d'une certaine manière, et puis de revenir plus fort, et voilà, de Puis garder. t'as eu ta revanche quand même, du coup. Voilà, et du coup, j'ai eu la revanche sur l'année 2018 avec l'Alpine Cup, où pareil, même scénario, je commence très bien la saison. Je fais les premières pôles du championnat, en plus c'était la première saison de ce championnat, première victoire, voilà, j'avais gagné les 3 4 premières courses. Donc beaucoup de points d'avance avant la pause de l'été. Et puis idem, deuxième partie de saison, plus compliqué. Je me souviens notamment des meetings à Silverstone, à Spa. Spa, il avait beaucoup plu. Je crois que j'avais eu, je sais plus, je m'étais sorti. Silverstone, je me fais accrocher. On arrive à Barcelone à la dernière course et il faudrait revoir cette course. D'ailleurs, elle doit être sur YouTube ou sur les réseaux. Mais j'arrive à cette dernière course où il fallait que je gagne non, que je termine devant mon concurrent direct.
Je fais la pole, on m'enlève la pole pour une histoire de track limit qui était selon moi pas justifiée, mais bon bref, on refera pas l'histoire, C'est mais le c'est comme jeu. ça, c'était accepté. Je pars en 4e position, du coup mon adversaire direct reprend la pole, et derrière lui en 2e et 3e position étaient ses pilotes de son équipe, donc qui faisaient un peu bouclier. Et moi il fallait absolument que je termine à la 4e place pour remporter le titre si lui gagnait la course. Et la course se passe, évidemment, interdiction pour moi de m'accrocher ou de faire une erreur, parce que là, toute sortie ou tout problème était définitif. Je perdais le titre. Je me fais doubler pendant la course. Je suis 5e, donc là, pour le coup, je savais que j'avais plus le titre. J'essaie de remonter tant bien que mal. Enfin, bon, bref, ce qui s'est passé, c'était vraiment les montagnes russes d'émotions dans la voiture. Et au final, j'ai réussi à redoubler un pilote devant moi. Du coup, a terminé 4e et je remporte le titre pour un point. Et donc, la délivrance était incroyable. En plus, c'était une année un peu particulière parce que c'était la première année d'Alpine Cup. Et le pilote qui a remporté le championnat remportait une Mazda 110. Donc, voilà, il y avait de l'enjeu aussi à ce niveau-là. Le cadeau est trop chouette. Le cadeau est ouf. Et surtout que c'est assez rare pour le signaler parce qu'il y a peu de championnats. Et ça aussi, c'est un vrai sujet sur lequel je veux travailler, mais il y a peu de championnats où tu as des prize money, où tu as des bourses ou des choses comme ça qui te permettent d'évoluer. Alors ça commence à arriver, mais pareil, il y a un vrai boulot à faire. Et bon, là, une voiture, c'est pas du cash en tant que tel, mais malgré tout, ça reste un cadeau exceptionnel. Tu l'as toujours? Ouais, je l'ai gardé, du coup. Ah, Je l'ai gardé, génial. ouais, j'ai essayé de le garder, d'autant que moi, ma famille, une partie de la famille vient de Dieppe, donc comme vous le savez, c'est un peu le fief d'Alpine. Donc, j'entendais parler souvent de Jean Rédélé, etc., par ma grand-mère. Et donc Alpine était un peu ancré en nous et en moi notamment. Et donc voilà, de pouvoir gagner la voiture qui m'avait fait rêver petit, c'est juste exceptionnel. Donc ouais, j'ai la chance de pouvoir la garder pour l'instant. J'espère que ce sera le cas encore longtemps. Et voilà, mais ouais, non, c'est trop cool. C'est génial. Et tu as eu la bonne idée du coup de passer un diplôme d'ingénieur dans l'aéro plus précisément, qui était effectivement une bonne manière de garder un pied dans le sport auto si le pilotage marchait pas. Et c'est surtout que tu as travaillé à un moment donné chez Renault Sport et que tu as travaillé sur la RS01. Qu'est-ce que tu as fait dessus? Exactement. Alors ouais, ça c'était un très bon souvenir et c'est d'ailleurs une de mes premières missions en tant qu'ingénieur. Donc j'ai fait une école d'ingénieur assez généraliste, mais je me suis spécialisé en aéro parce que on sait bien que les problématiques aéro c'est un vrai sujet dans le monde du sport automobile. Donc voilà, je m'étais dit quelle allait être la voie qui allait pouvoir m'offrir le plus d'opportunités de boulot. Donc l'aéro était sur le haut de la pile. Donc j'ai fait un master là-dedans et je me suis fait effectivement embaucher en tant que stagiaire d'abord, stage de fin d'études chez Renault Sport. Et mon sujet c'était la RS01, qui est une voiture effectivement exceptionnelle, incroyable, qui malheureusement n'a pas eu la carrière qu'elle mérite. Mais du coup moi sur la voiture, alors je m'étais un petit peu éloigné de les problématiques aéro, j'étais plus sur la partie data, où je m'occupais en fait de développer toute cette organisation autour des données et notamment le faisceau, enfin tout le hardware en tant que tel, vraiment tu vois toute cette partie technique, mais je faisais le lien aussi avec les datas qu'on ressortait pour des sujets autour de l'aéro, autour de plein de choses, donc je me raccrochais quand même à ça. Et en fait on avait développé un kit, alors c'était notamment ça effectivement le sujet, c'était un peu bizarre d'ailleurs, parce que d'habitude un ingénieur quand il bosse sur une voiture c'est pour augmenter la performance. Et là, la voiture était trop performante pour être acceptée dans certaines catégories, notamment les catégories de GT. Et donc, mon boulot, c'était de trouver des solutions pour dégrader la performance de la voiture, notamment avec de l'aéro. Donc, on rajoutait des éléments pour rajouter de la traînée, donc pour dégrader l'aérodynamique, pour perdre un peu sur la partie poids. On répartit du poids un peu différemment. On avait voilà, différentes techniques aussi sur le moteur. Et l'idée, c'était que cette voiture puisse être acceptée en GT, en GT3, puisqu'en fait, elle n'avait pas été conçue à la base pour faire partie de cette catégorisation de voiture. C'était vraiment un peu comme à l'époque la Mégane Trophy. C'était une voiture à part, qui avait son championnat à part. Mais évidemment, c'est dur de reposer un business seulement sur ça. C'est bien quand tu peux vendre des voitures sur d'autres championnats, d'autres catégories. Donc, le choix avait été fait de pouvoir changer un peu la config de la voiture pour qu'elle soit acceptée dans d'autres voitures. Parce que c'est une voiture qui n'est pas issue de la série, qui est une coque carbone avec voilà, un V6 Nissan derrière. Et donc ouais, il a fallu modifier des choses, mais la voiture ouais, était exceptionnelle. J'ai même eu la chance aussi de pouvoir la piloter, à la fois sur des démos, à la fois un peu sur du développement.
Donc ouais, c'était chouette de pouvoir travailler là-dessus qu'ingénieur. Mais finalement, elle a jamais roulé en GT3. Alors, elle a eu, si, alors Très pas peu. dans. Ouais, elle a roulé, si tu veux, dans des championnats plutôt comme le GT Open ou des choses comme ça. Mais non, elle a très peu roulé. Et en fait, même avec le boulot qu'on avait fait, il y avait certains aspects où elle était encore trop performante, où elle était trop différente des autres. Et donc, elle n'a pas pu continuer, tu vois, à rouler. Elle a dû faire quelques apparitions en GT, un peu en VLN aussi, tu sais, sur les courses sur la Nordschleife. Mais non, elle n'a pas du tout eu la carrière qu'elle méritait parce que vraiment, c'est une voiture exceptionnelle. Son look déjà était génial et les courses étaient superbes et le pilotage de la voiture était aussi incroyable. En fait, maintenant, elle fait juste une bonne voiture de track day, quoi. Bah ouais, C'est terrible. c'est triste de t'entendre dire ça, mais c'est le cas. Elle fait encore un peu de courses, je crois, en V2V ou dans des championnats comme ça, mais voilà, elle est trop peu exploitée et c'est vrai que la voiture aurait mérité vraiment d'aller beaucoup plus loin et de faire beaucoup plus de choses. Bah, qu'on la voit là en GT3, dans les 24 heures de Spa, de Ouais, tout ça. exactement, tu vois, ouais, c'est ça, au Mans ou quoi, ça aurait été super, avec le logo Renault en plus, tu vois, bah, à l'époque, avec Renault Sport, il n'y avait pas encore Alpine qui était sur le devant de la scène, si on parle de ça, on était en 2015, 2014, donc ouais, c'était génial de mettre en avant la marque de cette façon, ouais. Et là, avec le diplôme que tu as passé, est-ce que tu penses que c'est vraiment indispensable à l'activité de coaching que tu as ensuite? Non, en soi, non, je t'avoue que c'est pas indispensable. C'est vrai que ça m'aide parce que ça me permet, notamment quand je travaille sur les data ou que j'ai des discussions avec des ingénieurs, ça me permet vraiment d'aller plus loin dans les discussions et de pouvoir peut-être, tu vois, voir des choses un peu différentes ou comprendre des choses un peu différentes. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est justement dans le discours, dans la façon de s'exprimer, parce qu'un pilote n'est pas un coach, qui n'est pas un ingénieur en général, et donc souvent les trois ont un peu des discours différents. Et mon rôle aussi, c'est justement d'essayer d'adapter ce que va te dire le pilote ou ce que va te dire l'ingénieur avec le langage de chacun. Et c'est un peu ça aussi, entre guillemets, ce que j'arrive à faire grâce aux expériences que j'ai eues dans le passé, c'est de pouvoir adapter mon discours, ou en tout cas le regard que j'ai, ou la compréhension de certaines situations que j'ai en fonction de la position des uns ou des autres. Et ça peut aider, tu vois, dans la fluidité des approches, des discussions et du développement, parce qu'on parle souvent de développement de setup, de data, donc voilà, c'est plutôt cool à ce niveau-là. Est-ce que tu peux définir ce que tu fais Aujourd'hui ou en, en en- coach? en coach? Alors, Que les gens comprennent un petit peu. ouais, en coach, bah t'as. Bon, pareil, c'est toujours un peu différent parce que là, du coup, je mets un peu de côté le GP Explorer parce qu'il y a Oui. d'autres aspects sur le GP qui entrent en compte, mais sur un pilote, on va dire un jeune pilote qui veut aller vers le haut niveau, mon boulot, c'est déjà, premièrement, comme je le disais, de le connaître. Il faut vraiment que j'arrive à savoir qui il est, comment il fonctionne, quelles sont voilà, ses qualités, ses défauts d'un point de vue pilotage, et puis d'adapter justement un programme de formation autour de ça. D'adapter, tu vois, si voilà, il faut faire plus de simus, s'il faut aller plus rouler, etc. Prendre aussi en considération les contraintes budgétaires, parce que chaque pilote voilà, a aussi des budgets différents, etc. Et donc, quand on a après passé cette phase on va dire, de découverte, pardon, on va après passer sur le travail technique en tant que tel. Donc là, moi, mon boulot, c'est de voir comment le pilote travaille, comment il va, voilà, quelle technique il a aujourd'hui, et puis bah, de l'emmener vers la meilleure technique de pilotage possible, vers la meilleure performance, tout en étant en confiance, bien sûr, dans la voiture. Donc voilà, mon boulot, c'est vraiment de pouvoir extraire toutes les qualités d'une personne, d'un individu, pour le rendre performant et surtout pour qu'il aille gagner des courses et des championnats. Et j'utilise aussi toute cette partie justement gestion des championnats qui m'avait un peu manqué à l'époque, que j'ai pu acquérir au fur et à mesure de ma carrière, pour que voilà, un pilote ait toutes les armes autour de lui, tous les atouts pour bien performer et être le plus rapide sur la piste. Et puis après, bon, en dehors de la piste, après, voilà, j'essaye aussi de pouvoir les aider sur la partie justement un peu management, accompagnement avec les sponsors et tout. C'est aussi un rôle que je commence à prendre maintenant parce qu'il y a un vrai besoin là-dessus. Et, euh, et voilà, donc ouais, c'est un rôle un peu global, le rôle de coach, mais j'ai envie de te dire, c'est avant tout un peu un rôle de coordination globale dans le seul et unique but de rendre le pilote performant et qui gagne des courses au bout du compte, quoi. Tous les pilotes en ont un.
Non, 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 tous les pilotes n'ont pas de coach. Et bon, aujourd'hui, ça commence à être rare quand même parce qu'on se rend compte que c'est quand même important et que avec un coach, tu gagnes du temps et qu'en sport automobile, mais comme partout, le temps, c'est de l'argent. C'est la phrase un peu classique, mais c'est vrai. Et donc, d'avoir un coach, ça va te permettre de gagner du temps, d'éviter sûrement certains pièges et puis de te former évidemment plus rapidement en technique de pilotage et dans tout le reste. Donc, ouais, c'est quand même. Aujourd'hui, peut-être tu as 80% des pilotes qui ont un coach, surtout dans leurs premières années de monoplace. Et c'est justement comme ça que tu rencontres Isaac Adjar, quand il était encore plus jeune. Et comment ça s'est passé? Bah, trop bien. Non, ça s'est passé. Non, c'était avec Isaac, c'est vrai que ça a été spécial parce que pour moi, alors c'était pas mon tout premier pilote que je prenais en charge sur la partie coaching. J'avais déjà travaillé avec des pilotes avant, mais on va dire que c'était vraiment la première fois où de mon côté, j'étais beaucoup plus structuré, etc. Tu vois. Et donc on s'est rencontrés justement lors d'un volant où moi j'intervenais en tant qu'ingénieur coach sur, bah voilà, sur la formation des pilotes ou en tout cas la partie compétition du volant. Et lui s'était engagé, il était tout jeune, il avait à peine 14 ans je crois. Il était aussi, voilà, voilà, il découvrait tout ce monde de la course automobile, il était ultra curieux, enfin il est toujours, hein, ça n'a pas changé, mais ultra, tu vois, très ouvert, ultra, il allait vraiment vers les gens, enfin vraiment personnalité très différente et ultra sympathique. Et c'est moi un des aspects qui m'a beaucoup marqué à l'époque et qui m'a beaucoup attiré chez lui aussi. Et donc voilà, il avait déjà un coup de volant déjà très affirmé, même si évidemment il n'avait pas toute la technique qu'il a aujourd'hui et tous les atouts qu'il avait, mais il avait déjà, on sentait qu'il y avait vraiment un vrai potentiel derrière tout ça. Et donc, bah voilà, on a fait ce volant. Moi, j'ai beaucoup discuté avec son papa qui est physicien, donc on se retrouvait sur plein de sujets techniques et on a bien matché comme ça, on a bien discuté. Et puis, il a gagné ce volant sur le côté junior, donc ce qui lui a permis d'avoir un accompagnement sur sa première année de F4. Et donc, du coup, bah, moi, je me suis proposé de pouvoir bosser avec lui, parce que voilà, j'avais envie d'en savoir plus et de voir comment il allait pouvoir évoluer. Et donc, on a commencé à bosser ensemble sur la première course du championnat F4 à Nogaro. Et bah, voilà, tout s'est enchaîné comme ça. La première année se déroule, et puis on a enchaîné sur une deuxième, une troisième, et puis jusqu'au moment où on est arrivé finalement sur ce pourquoi moi j'ai envie d'intervenir, c'est-à-dire le pouvoir les emmener jusqu'à la signature auprès d'une écurie ou d'une filière, d'une académie. Et c'est ce qui s'est passé puisque bah, voilà, à la fin de nos 3 premières années, Isaac a pu signer chez Red Bull, dans l'académie junior de Red Bull. Et donc après, bon voilà, moi j'avais envie de dire un peu pour moi c'est mission accomplie. Et après Red Bull, si tu veux, a tout ce qu'il faut en termes de coach, en termes de formation, en termes d'ingénieur. Et ton rôle, déjà, bon, en plus, moi, je bossais pour Alpine à côté, donc j'étais évidemment pas trop le bienvenu chez Red Bull. Mais au-delà de ça, même sans ça, c'était bien qu'il puisse continuer après de son côté avec eux. Et voilà, donc moi, c'était juste génial de bosser sur ces 3 années avec lui, et notamment le point fort, ça a été la victoire à Monaco en Freca. C'est d'ailleurs ce qui a permis de déclencher cette signature avec Red Bull, puisque dès le samedi soir après sa victoire, Isaac a été convoqué avec Helmut Marko. Euh, et du coup, c'était drôle, mais moi j'ai reçu ce message en disant il faut que vous alliez à l'hôtel Fairmont à Monaco, je sais plus quel hôtel c'était, ou je sais plus. Le stress. Ouais, c'était un peu stressant, et surtout qu'en plus Isaac il était évidemment crevé, il était en train de dormir, il faisait une sieste, et on avait rendez-vous 30 minutes après, et à Monaco le trafic c'était très compliqué pendant le Grand Prix. Donc on est arrivé, je crois, juste à l'heure, avec quelques minutes de retard, mais alors qu'on n'avait pas traîné du tout. Mais quand j'ai reçu le message, je suis allé réveiller évidemment Isaac, mais qui ne me croyait pas quand je lui ai dit écoute, mec, il y a Helmut qui veut te voir. Il m'a dit n'importe quoi, C'est laisse-moi dormir maintenant, et tout. tout de suite, faut y aller Voilà, il là. faut y aller, c'est maintenant, on a rendez-vous dans 30 minutes, mais là, il y a 40 minutes de trafic, quoi, donc faut foncer. Et donc, on l'a fait, on a pris un taxi, sauf qu'on était dans les bouchons. Après, on est allé à pied, on a couru, enfin, ouais, non, c'était un souvenir marquant. Et puis, on ouvre la porte de l'hôtel, il y a Sergio Pérez, Christian Horner qui nous attendent, qui nous disent bah, il y a Helmut qui t'attend, va le voir. Et après, évidemment, Helmut a voulu seulement voir Isaac, et ce qui était très bien. Moi, je les ai laissés tous les deux.
J'ai observé ça de loin, mais voilà, on a vu déjà que le feeling passait bien entre les deux. Et Helmut a été vraiment quelqu'un voilà, qui a cru en Isaac, qui a observé tout ce qu'il faisait. Et c'est là, évidemment, c'est quelqu'un qui est dur, Helmut, Marco, mais c'est quelqu'un au moins qui analyse énormément les choses. Ils ont une vraie faculté, ils ont des moyens pour le faire. Ils ont beaucoup de gens aussi qui le font. Et ils ont vu en Isaac tout de suite aussi un vrai potentiel. Et la place qu'il a aujourd'hui en F1, elle est complètement 100% méritée. Et c'est ça qui est génial, c'est qu'ils ont vraiment su voir en lui tout le potentiel qu'il avait. Et c'est là où Red Bull est très fort aussi sur cette académie. Même si c'est dur, même s'il y a beaucoup de pilotes qui se sont fait virer du jour au lendemain. Mais après, c'est aussi la réalité de ce sport qui repose beaucoup sur l'argent. Et donc, voilà, ils prennent des choix qui sont parfois durs ou contestables, mais c'est souvent parce qu'ils ont tous les éléments en main. Ouais, j'allais dire, qu'est-ce que tu penses là de son évolution cette saison chez Red Bull? Bah écoute, ouais, je suis trop content pour lui. C'est un gros challenge. Effectivement, c'est un énorme challenge, mais voilà, encore une fois, moi, j'ai peut-être un regard biaisé par rapport à ça, parce que voilà, mais en même temps, je connais bien Isaac et le challenge est effectivement énorme. Ça va être compliqué, mais enfin, ça va être compliqué. C'est une super opportunité pour Isaac parce qu'il va être confronté à côté du meilleur pilote du monde. Il va pouvoir énormément apprendre. Il le dit lui-même, hein, il dit que lui, il est là pour apprendre d'abord, pour s'inspirer de ce que fait Max, de comprendre comment fonctionne une équipe comme ça, parce que évidemment, il a fait une saison de F1, mais qui est dans une équipe qui n'est pas du tout celle qui est Red Bull, c'est d'autres moyens, même si c'est deux équipes de F1, mais il y a encore plus d'interlocuteurs, il y a encore plus de gens autour. Et il va aussi avoir après un rôle de développement, parce que c'est une nouvelle réglementation, donc son avis va être aussi important. Et voilà, ça a été dit et redit, mais il arrive au bon moment. Il y a un nouveau patron de l'équipe qui connaît aussi bien. Et au-delà de ça, moi, ce que je rajouterais, c'est vraiment qu'Isaac, une de ses grandes qualités, c'est qu'il a un cerveau qui est très bien fait, un vrai cerveau presque d'ingénieur, si tu veux. C'est avec notamment son papa qui est très fort dans toute cette partie justement technique, physique. Et Isaac aussi en a hérité, et il a une très bonne clairvoyance sur tout ça. Et la nouvelle réglementation, là, de ce qu'on en sait, alors on n'a pas encore fait les premières courses, mais on voit qu'il y a beaucoup de nouveaux éléments qui entrent en jeu, avec notamment les histoires de boost, avec l'aéroactive, avec tout ça. Et je pense que ça va être intéressant de voir comment il s'en sort, mais je suis assez persuadé que ça va bien lui convenir et qu'il sera à l'aise dans tout ça. Et voilà, cette nouvelle manière de piloter, je pense qu'il va pouvoir s'y adapter très vite, et c'est d'ailleurs une de ses qualités, cette adaptation. On a hâte que la saison reprenne du coup pour suivre Carrément. un peu ça. Ouais, carrément. Bon, je peux pas passer à côté du fait que tu as été pilote instructeur pour tous les participants du GP Explorer 2 et 3. Est-ce que tu as hésité avant de prendre cette opportunité? Ouais, oui, complètement. J'ai complètement hésité, et c'est vrai que ça a été un choix qui n'était pas évident, parce qu'au début, alors moi je suis arrivé sur le deuxième effectivement, et quand Denis, du coup l'ancien instructeur, m'a appelé pour me dire écoute, voilà, moi je vais avoir beaucoup d'activités cette année, j'aimerais bien que quelqu'un d'autre prenne la relève, et j'ai pensé à toi, et voilà, réfléchis un peu. Il y a ci, ça, voilà, lui, Denis, c'est quelqu'un qui est très axé sur les jeunes pilotes, donc lui, tout cet aspect-là lui parlait peut-être un peu moins. Mais en tout cas, voilà, il m'a dit réfléchis bien. Moi, j'avais tous les éléments en main. Effectivement, je me suis posé la question parce que c'est un environnement qui est complètement différent, avec des profils qui sont complètement différents. La plupart des pilotes que j'ai eus, notamment sur le GP2, n'avaient pas le permis quelques semaines avant de commencer le pilotage. Et puis au-delà de ça, même sans ça, c'est que c'est des pilotes qui n'ont pas, pour la plupart, enfin il y en avait certains bien sûr qui l'avaient, mais qui n'ont pas la fibre automobile, ou voilà, tu vois, qui n'avaient jamais vu une course de voiture de leur vie. Alors en soi, c'est pas grave, mais c'est juste que du coup, tu pars d'encore plus loin que quelqu'un qui a toujours rêvé de faire ça, même s'il n'a pas d'expérience. Tu sais que déjà, il a un peu la compréhension du milieu, le langage, etc. Là, du coup, sur beaucoup de profils, je repartais vraiment de zéro, et même il fallait qu'on apprenne le démarrage avec l'embrayage, etc. Tu vois. Donc, gros challenge. Est-ce que tu avais des appréhensions justement à gérer en fait ce groupe, ces niveaux différents et puis même ces niveaux d'implication peut-être différents? Ouais, alors tu as ça, et puis aussi le point qui était très différent de la manière de travailler habituelle, c'est la visibilité, ou en tout cas, tu vois, le fait d'être très sur le devant des caméras, Médiatisé, ouais. médiatisé, ouais, voilà.
Et en fait, j'avais très rarement des moments où j'étais seul avec le pilote sans qu'on soit filmé, tu vois. Et ça, c'est aussi un point qu'il faut prendre en C'est considération. déstabilisant. C'est un peu déstabilisant. Il faut bien sûr, bah voilà, comme tout est filmé, enregistré, bah voilà, il faut, Faire t'as pas le attention à ce droit, que tu voilà, tu fais dis. attention à ce que tu dis. Alors même si au final, j'ai envie de te dire qu'il y a une caméra ou pas, tu fais toujours attention à ce que tu dis, mais t'as quand même tout cet aspect-là Il y a la qui est différent. pression de ce que peuvent entendre les gens et de dire ah ben non, ça, Mais t'aurais dû le voilà, dire comme ça, non, tu non, sais non. jamais comment ça peut être interprété une phrase, tu vois, t'es dans une journée de pilotage, il se passe beaucoup de choses, effectivement, t'as des trucs qui peuvent mal être interprétés ou quoi. Bon, voilà, je pense qu'il n'y a pas eu de sujet là-dessus Pas du tout. sur les deux GP, mais c'est vrai que tu peux te poser la question. Voilà, tu te mets en avant, tu te mets en lumière d'une manière complètement folle par rapport à nous, notre métier. Évidemment, tous les créateurs de contenu ont l'habitude d'être filmés tout le temps, et nous, beaucoup moins, tu vois. Donc c'est aussi un aspect à en prendre en compte. Donc j'en ai parlé autour de moi, notamment à mon frère qui connaît bien ce milieu et à ma copine aussi. Et tout le monde m'a dit non, mais écoute, c'est génial, c'est un super truc, tu sais faire, vas-y, fonce. Et bon, voilà, j'en ai reparlé avec la FFSA parce que du coup, cette mission avec le GP, c'était via la FFSA du coup que je travaillais avec eux. Et donc voilà, ça s'est fait. La FFSA, on s'entend très bien, je connais très bien toutes les personnes aussi là-bas. Donc ça s'est fait de manière très fluide et au final les équipes du GP de Bump aussi ont été top et très vite dès les premiers trainings j'ai pu on va dire me faire à tout cet environnement qui est très différent et puis ça s'est très bien passé et au final tu vois T'as pas de regrets. aucun regret, au contraire après ces deux éditions je suis très très heureux d'avoir participé à ça. Je remercie, j'en profite pour voilà, souligner juste le travail monstrueux de tout le monde, tous les acteurs, toutes les personnes impliquées. Et non, avec le recul, ouais, c'était génial. Et ce qu'a réussi à faire Squeezie, cette idée qu'il a eue, euh, je pense qu'on a beaucoup à s'en inspirer pour notre sport auto actuel. Et c'est pareil, j'y pense tous les jours. Il y a énormément de choses à créer, à mettre en place. Parce que ce qu'il a réussi à faire, c'est juste incroyable de réussir à ramener autant de monde sur les circuits, sous ce format-là, avec cette organisation-là, les moyens déployés, les marques partenaires. Pour toi, il y a eu C'est un juste fou. avant, un après GP Explorer au Ouais, niveau de l'intérêt pour le sport automobile. Je pense que ça a fait du clairement. bien au sport auto. Ouais, complètement. Ouais, complètement. Alors, moi, je suis vraiment de ceux qui disent que c'est vraiment du ultra positif à tous les niveaux. Bien sûr que voilà, il y a des choses qu'on peut faire évoluer, modifier, mais en tout cas pour des premiers événements sur ces trois premières éditions, je trouve que le travail a été vraiment incroyable et voilà, et on verra ce que l'avenir, de quoi l'avenir est fait, mais ouais, j'espère qu'il y aura des suites à tout ça. Et évidemment, je serais très heureux d'en faire partie, mais au-delà de ça, voilà, il y a beaucoup de choses à faire et il y a vraiment un avant, un après, et il y a beaucoup de choses très intéressantes à puiser au sein de ces organisations. Et est-ce que tu pourrais nous dire ton meilleur et ton pire souvenir de ce GP? Enfin, de Oh, ces deux éditions. ok, alors je vais commencer avec le pire parce que bah, évidemment, bon, c'était un moment qui a été compliqué pour beaucoup de monde. Ça a été au GP2 du coup, enfin pour moi le premier GP, ça a été bah, l'accident qu'il y a eu au tout début de la Oui. course. Déjà du point de vue voilà, de savoir si tous les pilotes étaient OK, etc. Ça c'était le premier point. Et quand on a vu voilà, les véhicules d'intervention, etc. arriver, bah, voilà, moi je suis en tant que coordinateur, si tu veux, j'ai aussi tout cet aspect sécurité à prendre en compte. Je travaille pas que sur le pilotage avec eux, mais j'ai aussi cette responsabilité de faire en sorte que la sécurité soit maintenue au max. Évidemment, je suis pas tout seul, hein, tu as le directeur de course, tu as tous les commissaires qui font le travail de dingue aussi autour de ça. Mais voilà, moi, dans les choses que je vais leur apporter, ou en tout cas les infos, les briefings, l'aspect sécurité est ultra important. Donc quand je vois qu'il y a un accident et qu'il y a possiblement des gens qui se sont fait mal, bah, ouais, je suis jamais trop content. Donc ça, on va dire que c'était pas le très bon souvenir. Et le meilleur souvenir, bah, je crois que pour le coup, c'était au dernier GP, lorsque bah, SCH a eu son problème de turbo et que du coup il est rentré au stand et que les mécaniciens ont réussi à changer le turbo et à remettre la voiture en piste.
Ça, je crois que c'était mon meilleur souvenir. L'effervescence qu'il y avait à ce moment-là, c'était Ouais, c'est incroyable. ça. Moi, j'étais dans le stand, je voyais tous les mécaniciens qui étaient comme enfin, qui bossaient à fond, qui étaient ultra concentrés et qui avaient juste qu'une envie, c'était que la voiture reparte. Et ils ont réussi à le faire. La voiture a réussi à repartir. Déjà de une, c'était fort, et de deux, elle a réussi à finir la course. Enfin, la voiture n'a pas eu de problème. Donc non, ouais, souvenir incroyable, et chapeau bas encore à toute cette équipe de mécaniciens qui, je rappelle, sont des gens qui sont en formation, donc c'est pas encore des mécaniciens expérimentés, c'est pratiquement une de leurs premières années, tu vois, d'expérience de mécanicien. Donc ouais, non, c'était juste génial. Et puis, petit souvenir quand même qui était aussi pas mal, c'est quand, parce que bon, le GP, le dimanche tombait sur mon anniversaire, et Squeezie, Lucas m'a appelé à la fin sur le podium pour fêter l'anniv, et j'avais, je sais pas, peut-être 80 000 personnes qui m'ont fêté mon anniv, donc c'était aussi un souvenir très fort. Donc ouais, la journée a été incroyable. C'était intense. Ouais, ah, c'était fou. Ouais. T'as une anecdote peut-être un peu insolite, un peu marrante qui s'est passée à un moment donné? Je pense que tu dois en avoir plein surtout. Ouais, il y en a plein. Non, écoute, c'est une bonne question. Si je devais en garder qu'une anecdote du GP marrante, bah, c'est sûrement les backstage, tu vois, c'est tous les trucs qui se passent en dehors. C'était cool parce que j'avais la chance de pouvoir être un peu avec eux aussi, tu vois, sur les moments off, les soirs après les trainings ou quoi. Non, anecdote marrante, attends, j'essaie de réfléchir. Putain, il y a beaucoup de trucs. Qu'est-ce qui peut être dit en fait surtout? Ouais, aussi, c'est ça, c'est ça. Il y a un peu de censure, non, je rigole. Mais non, non, c'est une bonne question. Mais peut-être ça va me revenir. Ouais, il y en a peut-être beaucoup. Ouais, 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 j'en ai certaines qui me reviendront, mais ouais. Mais bon là on se fait un peu prendre par le temps, donc je vais essayer Ouais, de passer un peu sur un petit format de questions-réponses de 60 secondes. Où tu me ok, réponds le plus vite possible ok, à toutes mes questions. ok, allez, je me T'es prêt? concentre, c'est parti. Aurais-tu aimé un GP Explorer 4? Ouais, carrément. Le circuit sur lequel tu as préféré rouler? Spa, Ta team de F1 préférée? Red Bull, évidemment. Tu aimerais rouler dans une F1 un jour? Évidemment. Une voiture que tu prendrais pour aller rouler en track day? L'Aston Martin Valkyrie. Ta voiture de rêve? Je crois que c'est ouais, peut-être une F40 quand même. La voiture que tu prendrais pour faire les 24 heures du Mans? Euh, je dirais la Ferrari Hypercar, parce que c'est celle qui gagne tout. Oui. 24 heures du Mans, de Spa ou du Nurb? 24 heures du Mans. Le meilleur pilote du GP Explorer selon toi? Meilleur pilote du GP Explorer, c'est dur à dire, mais en tout cas celui qui m'a sûrement le plus surpris sur 2025, c'est Audi, je crois. Le principal atout pour être un bon pilote? La passion, Isaac Hadjar peut-il devenir champion du monde? bah, c'est même pas une question évidemment. Si tu avais dû faire carrière dans un autre sport, lequel aurais-tu choisi? Je pense que ça aurait été des sports de glisse. Je suis ultra fan des sports nautiques, notamment genre kitesurf. Ah oui. Ouais, j'adore. Je suis gros fan. En fait, pour moi, ça allie la vitesse, la précision, et puis tu es dans la nature, donc c'est ouf aussi, tu vois. Et me dire que tu peux te déplacer, genre grâce au vent, que c'est toi qui contrôle, que tu peux faire des sauts de malade et tout, C'est je trouve génial. ça passionnant, ouais, aussi. Les youtubeurs auraient-ils pu rouler dans une monoplace plus puissante que la F4? Ouais, je pense avec un peu de training, ouais, complètement, ouais. Est-ce que le talent naturel existe vraiment en pilotage? Ouais. Le pire ennemi d'un pilote? Euh, le manque de confiance, je pense. Le pilote que tu admires le plus? Isaac Hadjar. La voiture idéale pour apprendre, que ce soit pour de la course ou du track day? Bah, honnêtement, je pense que la F4, c'est le top. Ouais. Bon bah du coup pour finir, quels sont tes projets pour cette année, pour le futur? Écoute, projets sont nombreux. Alors, pas mal d'activités cette année, en 2026. Bon, déjà un peu de coaching. Je vais continuer du coup avec des pilotes de F4, avec du GT aussi, Alpine Cup. Voilà, je vais continuer avec des écuries. Je vais aussi, alors je suis impliqué dans une structure, je suis associé avec la Classic Racing School, euh, qui est une école de pilotage historique, qui est basée à Charade, mais qui a beaucoup de plans de développement. Donc bon, moi je suis associé depuis le début de l'aventure en 2017, mais voilà, là l'entreprise passe une nouvelle étape avec des stages sur la glace, donc à Flaine, donc ça c'est assez incroyable, des monoplaces historiques sur la glace, c'est génial, et puis surtout
Classic Racing School lance un championnat avec ses voitures, donc sur lequel je vais aussi beaucoup travailler, mettre en place toute cette partie coaching, encadrement des pilotes. Et donc ça, vous pouvez, voilà, pour les gens qui suivent et qui aiment bien la monoplace historique, vous pouvez aller voir sur Classic Racing School. Et surtout, l'activité principale qui va m'occuper ces prochaines semaines et ces prochains mois, c'est le développement du coup d'une nouvelle plateforme que j'ai créée qui s'appelle Trax. Donc Trax, on souhaite que ce soit la plateforme de référence du sport automobile et même au-delà de ça, du sport mécanique. L'idée derrière Trax, et ça rejoint un peu tout ce qu'on disait depuis le début du podcast, c'est le constat, c'est que le sport automobile n'est pas assez accessible. Et du coup, l'idée derrière cette plateforme, c'est grâce à la technologie, grâce au logiciel, grâce à tout ce qu'on peut avoir aujourd'hui qui aide dans plein de domaines, qu'on le mette au service du sport automobile pour connecter tous les gens et rendre accessible notre sport, que ce soit des pilotes qui sont déjà en compétition aujourd'hui, donc c'est-à-dire des gens qui vont déjà rouler, comme des pilotes qui ne sont pas encore pilotes, qui rêvent de l'être, soit qui font du sim racing, soit qui font du track day, même du kart en location. On veut apporter des solutions concrètes pour se financer, pour être visible, pour trouver des opportunités. Et donc voilà, on est au tout début de l'aventure. C'est un énorme projet. Ouais, c'est un énorme projet. Et voilà, donc je vous invite fortement à vous inscrire. C'est évidemment gratuit pour les fans, pour les pilotes. On travaille avec déjà de nombreux championnats, de nombreuses écuries. Et notre but, c'est vraiment de pouvoir faire en sorte que notre sport évolue dans la bonne direction. Et encore une fois, qu'on puisse rendre beaucoup plus accessible et connecter beaucoup plus notre écosystème. Et on a plein de solutions pour ça. On veut pouvoir que les gens, les fans, aient des solutions pour suivre beaucoup plus facilement les courses, que les pilotes puissent s'inscrire beaucoup plus facilement, qu'on leur apporte des solutions de financement concrètes. C'est pas, tu vois, des trucs où on va se dire, ah bah oui, peut-être que dans 5 ans, on va t'aider. Non, c'est vraiment maintenant, on veut pouvoir financer. On est en train de mettre en place plein d'idées. Et voilà, pour ça, on a besoin que les fans nous rejoignent, que les pilotes s'inscrivent aussi. Parce que plus on sera nombreux, plus on sera fort et plus on aura d'opportunités. On veut faire le lien, voilà, moi je veux faire le lien avec ce que je disais, avec ce qui existe aujourd'hui sur la partie créateur de contenu, avec le monde de la F1, toutes ces catégories-là, au service de tout l'écosystème du sport auto. Donc c'est un gros challenge. C'est beau comme projet. Voilà, mais c'est vraiment, moi, ça vient vraiment de toute mon expérience, de toutes les frustrations que j'ai pu avoir, mais aussi les joies, parce que l'idée, c'est pas de baser ça que sur ce qui se passe mal, mais c'est aussi de mettre en avant ce qui se passe bien dans notre sport et montrer que c'est le meilleur sport du monde. Et donc, c'est vraiment la mission de Trax, c'est rendre accessible notre sport. Et donc, je vous invite toutes et tous à pouvoir vous connecter sur la plateforme et à vous créer un compte, parce qu'on a beaucoup de choses qui vont arriver, beaucoup de développement à venir. Donc voilà, on se retrouve, j'espère, très vite sur Trax. Je pense que là, j'ai rien à rajouter. Vraiment, le projet est beau et je te souhaite vraiment de pouvoir que tout avance correctement et dans le bon sens. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont être très intéressées par ce projet-là, qui méritait vraiment de voir le jour, franchement. Bah, c'est gentil, écoute, voilà, on espère vraiment qu'on pourra apporter des solutions. Moi, même si demain un pilote arrive à, tu vois, être financé à hauteur juste de 500 000 euros par an sur Trax, et j'espère que ce sera que le début, mais je serai déjà le plus content du monde. Donc ouais, mais voilà, j'ai pris ma casquette de commercial, donc merci en tout cas de m'avoir donné cette opportunité d'en parler, parce que je trouve que voilà, il faut... la plateforme est en développement depuis 1 an et maintenant on va commencer vraiment à, tu vois, en parler publiquement. Donc c'est des premières qu'on fait avec vous. On a l'exclu. Voilà, c'est trop bien, ouais, c'est ça. Non mais il faut que ça soit vraiment connu et il n'y a pas de raison que ça ne le soit pas, que ça prenne pas un vrai essor au fur et à mesure de l'année, quoi. Écoute, en tout cas, on va tout faire pour. Voilà, c'est gentil. Bah, merci beaucoup, Pierre, en tout cas, pour ton temps. C'était vraiment un super moment. J'espère que ça t'a plu. Bah, c'était trop cool. Non, j'étais vraiment content de revenir sur plein de bons souvenirs de ma carrière et puis de parler de tous ces sujets. Donc, merci à vous pour cette opportunité de me donner la parole. Voilà, je serais très heureux. On refait quelque chose quand vous voulez. C'est trop cool et j'adore ce que vous faites. C'est trop bien. C'est trop gentil. Et plein de courage pour cette saison qui s'annonce encore une fois chargée pour toi. Ouais, c'est gentil. Merci beaucoup. Mais encore une fois, c'est la passion qui nous guide. Donc, on se plaint pas. C'est c'est du génial. bonheur. Voilà, exactement. Merci beaucoup, Pierre. Merci à vous.